Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour Anéna. Bonjour Sarah. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode d'Un monde vivant. On est dans le Pays Basque, à Bayonne, et on a la chance d'avoir un beau soleil pour nous donner un peu de lumière et d'inspiration printanière. Et on s'est rencontrés toutes les deux lors d'un stage de Movement Medicine. Donc c'est de la danse libre, on en reparlera dans l'épisode. J'étais participante, c'était en février 2024, un stage qui s'appelle Phoenix, pour peut-être ceux qui écouteraient et qui connaissent déjà ce dont on est en train là de parler, ce qu'on est en train d'évoquer tout simplement en introduction. Et j'avais beaucoup aimé la transmission, la qualité de l'enseignement de cette semaine. Et puis lors de quelques échanges avec toi, notamment sur le parcours de femme, le parcours de guérison, le parcours de créativité aussi, de comment retrouver accès à sa vitalité pour être pleinement libre en fait et pleinement soi dans le monde. En fait, j'avais pu parler avec toi et tu m'avais fait comprendre aussi que tout est parcours et que tout est aussi transformation ou possibilité de transformation. Et on avait notamment parlé du fait que tu as vécu déjà quelques étapes fortes, des épreuves de vie qui peuvent arriver à tout un chacun, pas forcément, mais qui en tout cas ne demande qu'une chose, c'est de faire face et voir ce qui peut en émaner. J'avais aussi dit que j'avais envie de lancer mon podcast, et à l'époque c'était un projet, c'était pas encore un projet d'actualité. Et j'avais toujours eu cette idée que quand ce serait le cas, je te recontacterais pour faire cet épisode. Nous voilà aujourd'hui et encore merci pour ça. C'est un grand plaisir, merci à toi, et je suis très contente que ça soit toi qui m'interviewe et qui soit venu vers moi, parce que c'est toujours précieux de pouvoir transmettre l'expérience de vie qui peut aider en particulier les femmes, si tu penses que c'est tourné en particulier vers les femmes. En tout cas, moi, je pense qu'en effet, j'ai une expérience de vie assez à la fois intense, originale. J'ai habité dans plusieurs pays et j'ai vécu du coup pas mal de choses aussi. Et je suis heureuse de pouvoir partager mon expérience qui est beaucoup appuyée sur la liberté du corps. Et c'est intéressant parce que à la fois ça s'adresse peut-être tout particulièrement aux femmes, et en même temps je sais qu'il y a des hommes qui écoutent. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait on puisse, même en écoutant l'expérience des femmes en tant que pour les hommes qui écoutent, apprendre et finalement continuer à tisser une humanité de paix et fraternelle, ce qui finalement moi me rend aussi toujours curieuse de l'expérience des hommes. Et voilà, je pense qu'on a quel que soit notre genre, notre sexe, à apprendre aussi de l'autre, et c'est ça que j'aime, c'est qu'à la fois de femme à femme, c'est des partages qui touchent particulièrement, et à la fois un homme trouvera aussi beaucoup à apprendre et à ressentir en lui de ces échanges. C'est super précieux, c'est super important ce que tu dis. Parce qu'on a tous une part immense de sensibilité, on a tous une part immense artistique, et souvent on réserve une certaine forme de sensibilité aux femmes et autres aux hommes, alors qu'en fait on a tous besoin de se sentir entendus et rejoints sur un plan beaucoup plus profond en fait. Comment toi tu te présentes aujourd'hui ? Je dis aujourd'hui parce que ça peut être déjà différent selon les périodes de vie, mais aussi selon les saisons, selon les semaines. Déjà, c'est vraiment une question à laquelle je peux répondre de façon très différente en fonction de la personne qui me la pose et puis en fonction du moment. C'est aussi une question assez complexe parce que je me sens multiple. Mais si j'écoute mon corps, je ressens une grande présence déjà dans mon ventre. Une présence qui me parle de l'appétit. L'appétit d'un enfant ou l'appétit qui m'a toujours accompagnée, qui est à la fois de vivre des choses sur un plan relationnel, qui soit rebondissant, qui soit gourmand, qui soit sincère, qui vienne des tripes. Cette recherche de contact authentique et spontané m'a guidée dans la femme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une femme qui accompagne énormément de personnes dans le fait de se retrouver, dans le fait de se rappeler qu'est-ce qu'il y a au fond en fait, qu'est-ce qu'il y a au fond de soi, quelle est cette énergie de vie, d'où elle part, quel est l'appétit de vivre que j'ai ou pas.
Parce que oui, on peut avoir un appétit de vivre, on peut ne pas en avoir. C'est des moments qui s'enchaînent et c'est très normal en fait d'avoir des moments où on se sent bien et des moments où on se sent pas bien du tout et on sait plus où on va. Et c'est des moments de transformation qui sont très importants. Moi, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Donc j'accompagne des gens. Et je les accompagne à travers le corps, à travers la danse, à travers la thérapie qui se fait à travers le corps et la danse, le mouvement. Même si les gens pensent que la danse, c'est quelque chose qui est un peu loin d'eux, c'est pas vrai. D'abord, je les comprends, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, la danse a été sur scène. Mais en réalité, la danse appartient à tout un chacun, à tous les peuples, à tous les enfants du monde. Un petit, que ce soit garçon ou fille, tu mets de la musique, il remue son bassin, il est enthousiaste, il a envie de participer. Donc la danse fait vraiment partie de la vie. Mais c'est un mot un peu connoté. Donc moi, quand j'enseignais dans les écoles, on disait pas danse, on disait parce qu'on voyait que les garçons avaient pas envie d'y aller, mais dès qu'ils goûtaient à l'atelier, après ils m'attendaient devant la porte, quoi. Donc le mouvement libre, le mouvement du corps, le mouvement spontané. On est fait pour bouger, donc le mouvement du corps, ouais. Et encore plus dans cette époque qui est sédentaire pour beaucoup. Et c'est intéressant ce que tu dis de la danse connotée aussi. On connote quelque chose de féminin parfois, ou chorégraphié, ou technique. Mais oui. Alors qu'à la base, déjà, il y a le mouvement. Oui. C'est encore le cas. Moi, j'hésite parfois dans mes flyers, dans ma présentation, d'utiliser le mot danse. Tu vois, je reviens souvent à mouvement libre pour que ça s'adresse à plus de personnes, aux hommes comme aux femmes. Puis en effet, sortir de cette connotation qui a son origine, enfin qui se justifie très bien. Pendant très très longtemps, la danse c'était vraiment un spectacle. Et c'était réservé essentiellement aux femmes. Moi j'ai découvert la danse, j'étais toute petite. Et après, la personne qui m'a le plus instruite et formée, elle avait 87 ans, c'est une femme de 87 ans qui s'appelle Yvonne Berge. Elle avait été formée par Isadora Duncan. Isadora Duncan, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une pionnière du début du XXe siècle. Donc elle est née aux alentours de 1900. Et elle s'est mise à amener une toute autre forme de danse sur scène. Elle dansait pieds nus. Elle dansait nue sous des drapés. Elle exprimait juste la liberté du corps, la liberté du mouvement qui exprime les émotions, qui exprime ce qui est là, mais aussi la dimension artistique et spirituelle du corps et du mouvement. Et cette femme qui m'a formée, Yvonne Berge, elle retransmettait ça. Elle nous disait combien la danse avait été juste associée au spectacle et à la scène, avec des gens devant qui sont assis. Et elle disait, en fait, nous sommes devenus une race d'assis. C'est-à-dire, on passe tellement de temps assis, que ça soit sur un fauteuil, que ça soit en train de manger, que ça soit en train de travailler, que ça soit entre amis, quand on se retrouve au café, quand on se retrouve à la maison, qu'on fait une soirée, on s'assoit. Et en fait, le fait d'être assis a non seulement une répercussion sur l'état physique, je dirais que là où on a les muscles les plus puissants, c'est-à-dire les fessiers et les cuisses, deviennent des coussins en fait, au lieu d'être des propulseurs d'énergie et juste des muscles au service du mouvement. Et il y a une répercussion qui est psychique, c'est-à-dire qu'on finit par être assis dans sa tête. C'est-à-dire que c'est difficile d'entreprendre, c'est difficile de s'engager, c'est difficile de rebondir. Et tu vois, tu disais aussi que Isadora Duncan, elle faisait aussi ce pont-là d'une façon spirituelle. Oui. Et je trouve que c'est intéressant de dire que le spirituel, parce qu'il y a peut-être des gens à qui ce mot évoque quelque chose de grand, mais c'est aussi ce lien entre la terre et les pieds qui sont plantés là et qui peuvent se mettre en mouvement, proposer quelque chose, que ce soit par la danse ou par tous les possibles sur Terre, mais avec aussi cette inspiration qui rend... Je me rappelle aussi que vous parliez beaucoup de ça dans le stage, une forme de verticalité avec la colonne, et que en gros c'est cet axe debout de la terre et du ciel. Et pour moi, le spirituel, c'est ça, c'est-à-dire c'est la communion des deux, comme la planète Terre est une communion de cette terre et de ce ciel. C'est très beau le mot que tu emploies, et très simple. Si je reviens au corps et à la physiologie du corps, c'est-à-dire la manière dont on est constitué, on est fait pour être debout. En fait, on est beaucoup plus à l'aise, entre guillemets, même si ça va surprendre sûrement beaucoup de personnes que je dise ça, mais un corps humain debout, si tu te mets debout, sur tes deux pieds, que tu te sens vraiment porté par la terre et libre dans ton axe et ouverte au ciel, t'es un peu comme un arbre. Et ça paraît tout à fait naturel, en fait, si on passait pas autant de temps assis. Les cheveux, c'est les feuilles. Oui, les bras, c'est les branches. Et il y a cette sève qui circule en nous. Le liquide qu'on a autour du cerveau, le liquide encéphalo-rachidien, il a été démontré par des scientifiques que ce liquide, non seulement circule depuis le crâne jusqu'au sacrum, donc à l'intérieur de l'axe, ça circule, et il circule particulièrement quand on s'amuse. Quand on s'amuse, quand on prend plaisir.
quand on danse, par exemple. Ce liquide se met à vraiment circuler, quoi. Beaucoup plus que quand tu réfléchis, que tu es assis et que tu te prends la tête, ou tout simplement que tu oublies de bouger. Tu vois, c'est une vitalité qui nous habite quand on est debout. Et puis aussi, regarde, allonge-toi sur une surface dure, tu vas voir que c'est pas si confortable, en fait. Remets-toi debout et tout de suite, tu reprends tes aises. On est fait pour être debout et on est fait pour bouger. Et bouger, plus que bouger, parce qu'un animal, il n'est pas debout, il bouge, bien sûr, il est à 4 pattes, il fait plein de trucs, mais il ne fait pas tout ce que nous, on peut faire. D'abord, il y a beaucoup d'animaux, quand ils courent, ils ne peuvent pas regarder derrière, alors que nous, quand on court, on peut regarder de tous les côtés et derrière, et c'est fondamental, en fait, parce que ça veut dire quand tu fuis, parce qu'on est fait pour ça, les animaux sont faits pour chasser, pour fuir aussi. Les humains, pareil. Notre système nerveux est vraiment à notre service pour nous signaler quand est-ce qu'il y a un problème et quand est-ce qu'il faut fuir. Et quelque part, je trouve qu'on est... Oui, c'est vrai, on est devenu une race d'acier parce que je trouve que même dans un contexte qui est assez choquant, dans l'évolution que c'est en train de prendre, notre société, je suis toujours un petit peu frustrée du manque de réaction, en fait. Il y a comme quelque chose d'anesthésié. Oui, d'anesthésier, de figé aussi. Ouais. Parce que quand il y a trop d'incertitude, c'est ce qui se passe. On peut se figer, c'est ce qui se passe. Pour moi, c'est ce qui se passe en ce moment dans notre monde. Presque une sidération. Une sidération. Qui surprend quand nous, on aurait envie de jaillir, comme du coup j'ai l'image des animaux qui sautent comme ça pour se défendre aussi. Et c'est vrai qu'il y a une forme de passivité générale qui laisse demander si on a encore de l'humanité, du lien humain entre nous pour faire collectivité en fait. Ce constat que tu fais, je le partage. Et pour moi, ça s'explique justement par ce que je viens de dire, c'est-à-dire on oublie notre corps, on oublie de l'habiter. On a cette faculté énorme en tant qu'être humain d'avoir un cerveau qui fonctionne énormément et qui est aussi magnifique, enfin, qui a beaucoup de capacités fantastiques. C'est pas à critiquer, mais c'est juste que normalement, le cerveau n'est pas fait pour trouver des solutions. Le cerveau est fait pour recevoir des informations qui viennent à 80% du corps et à traiter ces informations pour renvoyer vers le corps. Ça représente que 20% de l'activité du cerveau. Les choses qui sont à activer pour gérer les informations qui ont été données sur la sensation de danger, de peur, ou de besoin de dormir, ou de faim, ou de soif. Enfin, tu vois, des choses où quand tu es agressé par un virus, il se passe quelque chose dans ton corps, c'est envoyé au cerveau. Le cerveau traite et renvoie des décisions ou des choix. Mais je veux dire, en tant qu'être humain, tu peux pas faire que choisir à partir de ton cerveau. Parce que l'instinct, l'intuition et l'instinct appartiennent au corps, appartiennent à l'unité du corps, c'est-à-dire à ce mariage entre le corps et l'esprit, le corps et le mental aussi, le corps et le cerveau. Ensemble, il y a une unité qui permet à la fois de capter tout ce qui se passe en toi et autour de toi, parce qu'on est des animaux. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on vivait dans la nature. Et donc, on était capable de sentir quand est-ce qu'il y allait y avoir un problème. Soit que l'orage arrivait, soit qu'un animal s'approchait. Comme les animaux, aujourd'hui, le sentent encore. Exactement. On a une capacité énorme d'instinct et d'intuition. Mais elle appartient à notre corps, à condition qu'il soit mobilisé. Sinon, lui aussi, il s'endort. Il s'endort, et c'est le cerveau qui prend le relais. Et le cerveau, en plus, le système nerveux se met à flipper. C'est-à-dire, il a une angoisse de fond, une tension de fond, parce que ton système nerveux capte que tu n'as plus assez d'énergie ou assez de force pour pouvoir vraiment faire face ou fuir, combattre, faire des choix, protéger, ton système nerveux le sait quand tu es en sous-énergie et en sous-potentiel de t'engager physiquement ou de fuir ou de combattre. Et à ce moment-là, il est en éveil. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ton mental se met à tourner. Il n'arrête pas de penser aux problèmes, de se sentir angoissé par la somme des problèmes à gérer ou la somme des informations à gérer, parce que le corps n'arrive pas à évacuer ou à transformer cette information en énergie d'action. C'est pour ça que les gens, enfin, j'ai pas envie de dire les gens, mais j'ai envie de m'inclure. C'est pour ça qu'on a tendance à tempérer, à dire non, mais là, faut pas dramatiser. Parce qu'on aurait peur de pas pouvoir le gérer si on prenait vraiment conscience. Oui, parce que notre système nerveux freeze en fait, c'est ça. C'est ça, parce qu'on est pris dans une espèce de freezing, d'arrêt, de recherche de sécurité qui s'est petit à petit imbibé comme je rentre à la maison, où est-ce qu'est mon nid, où sont les gens que j'aime, se retirer en fait. Se retirer, chercher de la sécurité dans l'aspect plutôt matériel, dans l'aspect du confort immédiat ou de la fuite. La fuite immédiate, ça va être de dormir
ou ça va être de partir à l'étranger, de De regarder voyager une beaucoup. série, pour beaucoup de gens maintenant avec les plateformes. C'est ça, se divertir, passer d'un truc à l'autre, d'une activité à l'autre, suivre la mode, consommer aussi, c'est une fuite. Parce que oui, on est habitué, on a grandi dans l'apologie du confort. Et souvent, hein, quand on parle de changement, de revenir à des choses plus basiques, plus simples, plus naturelles, vivre dans la nature, on dit « Oh, mais on va pas revenir à l'âge de pierre ». Ce qui est trivial, en fait. Non, personne n'a envie de revenir à l'âge de pierre. C'est pas une question de revenir à l'âge de pierre, c'est une question de récupérer notre pouvoir. Et d'utiliser ce confort possible à l'extérieur pour le bon et à bon escient et pas s'encrouter là-dedans. Exactement. C'est-à-dire en faire un allié et pas en faire en devenir, mine de rien, l'esclave, en fait. Parce que là, c'est lui qui commence à nous dominer. Ah ben, c'est pas une commence, c'est qu'on est complètement dominé par dominé, ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est quand même très compliqué de gagner sa vie dans cette société, même si elle est hyper moderne. Mais justement, plus elle est moderne, moins il y a besoin de gens au travail. Et avec l'IA qui arrive maintenant, l'intelligence artificielle, c'est encore une autre strate de... Oui, mais tout ce qu'on crée, l'homme, la femme, l'humanité, enfin ce genre humain qui est tellement créatif, c'est fantastique, je veux dire. Tu peux pas ne pas t'extasier devant l'immense créativité du genre humain. Enfin, je veux dire, c'est l'ingéniosité. C'est génial, pure. C'est magnifique en fait. Faut réellement le reconnaître que c'est magnifique. Quand tu regardes autour de toi, tu dis en fait tout ce qui existe là, c'est les hommes qui l'ont créé, quoi. Non, pas les arbres, mais tout le matériel qui existe autour de toi, ce micro, ce qu'on peut faire là, micro. Enfin, je veux dire, les mets qu'on fait, la cuisine. Je crois qu'on est des grands jouisseurs et des grands artistes et des grands sensibles. Ça, c'est une vraie qualité. Ça veut dire que même avec tout ce qu'on a créé pour moi, de toxique, on peut transformer ça comme des moyens de revenir à un monde beaucoup plus bienveillant, attentif les uns aux autres, attentif à ceux qui sont en difficulté, attentif aux traumas qu'on a créés dans ce monde et le prendre en charge parce que peut-être l'IA peut nous aider, peut-être tout peut nous aider en réalité et on peut pas se flageller de ce qu'on a mis en place parce que c'est, comme je viens de le dire, c'est vraiment assez incroyable ce qu'on a réussi à faire. Pour moi, le shift, c'est comment est-ce que tu penses? Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu souhaites pour toi, mais pour ceux que t'aimes, pour tes enfants ou les enfants des autres, les générations qui viennent? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire comme message, en fait? De qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, en réalité? Pour moi, la réponse est très, très forte, quoi. Très, très, et c'est quoi la réponse qui te vient? Parce que moi, j'en ai une qui me vient. Après, je pense que c'est les... Vas-y, dis-la. Non, mais moi, la chose qui me vient en premier, c'est l'amour. Et c'est l'amour qu'on trouve dans le lien, dans nos interactions, en premier. Et après, je pourrais dire aussi l'amour en soi. J'en ai déjà parlé brièvement dans le podcast, mais ayant connu des soucis de santé que j'ai beaucoup amélioré, voire réglé, pour la plupart. Génial. D'avoir senti cette coupure avec mon corps et d'avoir senti la réconciliation en lui amenant énormément d'amour. Parce que j'ai l'impression que c'est l'amour, en fait, c'est d'avoir écouté mon corps. Et en fait, j'en reviens à ça, tu vois, quand tu dis ce qui reste. Moi, c'est ce qui me vient, mais j'ai envie d'entendre ce qui, toi, te vient d'abord, même si, in fine, ça... c'est toujours des mots différents qui ramènent à des essentiels. Moi, quand je repense au moment de ma vie qui me remplissent le plus de bonheur et de joie, c'est quand je partage. C'est le partage avec l'autre, c'est le partage en famille, c'est le partage quand on fait des choses ensemble, en fait. Quand on crée ensemble, quand on s'écoute sincèrement, profondément. Ouais, le lien, tu l'as nommé, le lien. J'ai perdu mon fils, il avait 33 ans et c'était un méga bel homme, un beau sportif, quelqu'un de exceptionnel. Enfin, sincèrement, j'ai croisé très peu de personnes qui m'ont donné cette impression de complétude à niveau à la fois du cœur, de cette capacité à te regarder dans les yeux et à t'écouter ou à te parler avec une telle présence et en même temps une formidable compétence physique. Il était champion du monde à 23 ans. De quoi? De parachutisme. Et après, il s'est tué en wingsuit. Et le wingsuit, c'est quand tu... C'est les ailes. Ouais, c'est ces combinaisons. Tu as une capacité de planer qui se crée avec la vitesse,
Donc, en général, tu sautes d'une falaise. Maintenant, on saute des avions aussi, et tu voles. Et aujourd'hui, tu as des personnes qui arrivent à voler quasiment un quart d'heure. Et donc, tu as vraiment cette sensation très forte de voler. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il disait, lui, c'est... Moi, mon kiff, c'est quand je partage avec mes frères, quand je fais du parachute, que je saute dans le ciel avec eux, quand on se retrouve à faire un pique-nique dehors et qu'on fait des jeux. On fait ensemble, en fait. On bouge ensemble. Mais d'ailleurs, les gens adorent danser ensemble. En général, on aime bien danser ensemble. C'est humain, en fait. C'est vraiment la rencontre, c'est vraiment partager, être ensemble et se sentir aimé. Ça se rejoint beaucoup avec des mots différents, Ouais. mais nos essentiels Ouais. ont pour moi en commun. Enfin, si ce n'est les mêmes. Oui, le corps est présent. Ouais. Dans ce que tu as dit, tu as parlé de réconciliation Ouais. avec ton corps. Et oui, pour moi aussi, le corps est présent. Même là, tu vois, dans notre échange, on s'est installé, on a vu comment physiquement c'était confortable pour toi, pour moi. On a pris le temps de boire, on a pris le temps de se régler l'une par rapport à l'autre. Enfin, quelque part, c'est une création, c'est un jeu. Et moi qui ai le plaisir des mots, c'est un plaisir tout particulier de l'expression, même l'écriture. Je dis beaucoup aux gens, mais que j'écris pas avec mon mental et ma tête. Vraiment, c'est mon corps qui écrit. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas encore ce que je veux dire, qui me disent, mais non, mais t'es dans ta tête dans ces moments. Et je dis, mais non, c'est ma tête, si elle doit faire des efforts pour exprimer, bah dans ce cas-là, je suis pas dans mon jus, je suis pas dans ce que je dois. C'est mon corps qui, je sens que ça monte, c'est ça que je dois dire, et c'est presque un processus qui se passe à travers moi, même si ça utilise cette faculté de l'esprit qu'est le mot, qu'est le verbe, mais c'est pas réducteur à ça. Et pour moi, même là, quand on est là, moi je sens que c'est mon corps entier qui est, même si là on est assis, qui répond pour un petit temps, qui est en lien. Qui est en lien. Ouais, Nicolas qui enseigne avec moi, qui accompagne avec moi, très souvent le matin, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit. Et il écrit en partant toujours de plusieurs zones de son corps, c'est-à-dire celles qui sont là au réveil, et il se met à écrire. Donc c'est pour compléter ce que tu dis sur l'intuition ou l'élan ou la source des mots qui part beaucoup plus bas que le cerveau, qui part du cœur qui est plus bas, mais des tripes aussi encore plus bas, et puis de ce lien à la terre qui est fondamental, qui est là. J'aime beaucoup écrire aussi. J'ai vraiment reçu de la part de mon fils, donc il est mort il y a 4 ans. Dès l'anniversaire qui a suivi, je suis montée sur la montagne, j'ai chanté pour lui. À un moment donné, j'étais allongée sur la terre, je pleurais, et un oiseau est venu se mettre juste au-dessus de moi. Il avait l'air vraiment d'insister, l'oiseau. Il était là, il piaillait, il était au-dessus, il partait pas. Et je me suis dit, mais c'est toi, Hugues. Tu vois, j'ai accepté qu'il insistait, l'oiseau. Et j'ai ouvert tout mon esprit d'enfant, un peu comme Walt Disney, tu sais... comme la Blanche-Neige dans la forêt, tout d'un coup, je me disais, mais oui, tu me parles en fait. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et j'ai entendu, maman écrit tous les jours à partir de ton cœur, parce qu'il y a tant de sagesse dans ton cœur à partager avec ce monde. Et là, tu vois, de te le dire, ça me met vraiment l'émotion, quoi. J'ai reçu ça comme un contact direct avec lui, et des paroles tellement simples, de me dire, waouh, tout ce que je fais en fait dans ma vie, c'est vrai que je sens que ça part de mon cœur. Et que ce cœur, il peut parler parce que j'ai un corps qui est fort. J'ai un corps qui est comme un coffre ou un appui pour mon cœur. Quand je descends dans mon cœur à partir de ce corps qui est sécure, parce que je me sens bien l'habiter, mon cœur parle et peut partager. Et mon cerveau me sert à partager. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce que tu as partagé tout à l'heure entre le liquide encéphalorachidien et le sacrum. Et du coup, de dire que ça alimente aussi jusqu'au bassin et à tous ces organes vitaux qui sont source de vie, à tous au sens propre de créer la vie, la reproduction humaine. C'est ça. Et aussi... moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de vie, de projets, de rêves, etc., même de mouvements du bassin. Il y a beaucoup de choses qui prennent vie là. Et donc, ce lien, cette connexion... qui fuit, qui parle d'un liquide qui circule, un peu comme les eaux sur la Terre, qui relie quoi, les continents, qui relie, et dont c'est vital. On a tellement besoin de ce fluide.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Le bassin est une coupe sacrée où on fait l'amour, où on crée les enfants, Mm. mais aussi qui est le feu digestif de tous les aliments de la terre, Mm. dans les 9 souffles, donc l'école qu'on a créée avec Nicolas, qui parle de beaucoup de symbolisme du corps humain. Mm. On s'est rendu compte, avant de pouvoir créer ce dialogue avec le corps comme on l'a fait, on s'est rendu compte que le ventre contenait donc les organes qui permettaient de digérer les aliments de la terre. Quand tu manges, la digestion, ça se fait bien là, dans ton estomac, dans tes intestins, etc. Et c'est là que tu rentres les aliments de la terre et qu'avec ces aliments de la terre, tu crées toute ton énergie. Quand tu remontes d'un cran, tu arrives au niveau de la poitrine et du cœur et des poumons. À ce niveau-là, mon corps se nourrit d'air. Et d'air, c'est pas les aliments de la terre, c'est les aliments de l'atmosphère. Donc de cette enveloppe qui entoure toute la planète, qui nous englobe tous, qui nous protège du soleil. S'il n'y avait pas l'atmosphère, tout serait brûlé sur Terre. Il n'y aurait pas de vie. Donc il y a cette atmosphère absolument fabuleuse et magique qui fait qu'il y a de la vie sur Terre. Et c'est ça qui nous permet de respirer. Donc quand on respire de l'air qui vient de n'importe où sur la planète, tu vois. Mais de conscientiser que ton ventre est fait pour digérer les aliments de la terre, tes poumons sont faits pour prendre l'air et amener à tes cellules, amener à ton énergie cet oxygène qui est vital. Oui. Et tu remontes encore d'un cran, tu arrives au niveau de ta tête, et là, tu as l'image de ce cerveau qui est comme les Chinois le décrivent en fait, qui normalement quand il fonctionne bien, il est comme un lac qui reflète le cosmos. Wow. Donc c'est comme si ta tête, ton regard, là où il y a tous les sens, c'est-à-dire le regard, le goût, l'odorat, l'ouïe, la tactilité de ta peau au niveau de ton visage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu caresses la peau du visage, c'est tout de suite, ça fait tout de suite une impression particulière, tu vois. Tout est, en fait, là, on se nourrit d'informations. Et il est même dit que tu peux te passer d'aliments de la terre un certain temps. Il y en a qui disent qu'on peut se nourrir que d'air. Oui, le prana. En tout cas, tu peux jeûner, tu vas pas mourir. Tu sais que tu peux te passer de manger au moins un jour. Oui. Tu peux sûrement pas te passer de respirer même au moins 3 minutes. Enfin, c'est pour les apnéistes. Oui, il y en a qui peuvent parce que c'est des apnéistes et qu'ils ont fait toute une technique. Mais bon, c'est comme ceux qui me font le prana, qui se nourrissent les respirants. Oui. Ça devient des pratiques spécifiques. Oui, c'est une pratique très très forte, très particulière, mais même quelques secondes. Ceux de même ceux-là, ils peuvent pas se passer de respirer. Par contre, il paraît que si tu coupais vraiment toutes les informations, absolument toutes les informations qui viennent au niveau de cette captation qu'il y a au niveau de ta tête, tu mourrais instantanément. Waouh, c'est passionnant. C'est une façon très concrète de parler de la spiritualité. Ouais, on va parler de ton parcours et de ce qui t'a amené aujourd'hui à ces sujets qui sont passionnants. Je me régale de t'écouter depuis tout à l'heure. Et aussi, on parlait de cette énergie du bas-ventre qui peut être mise en mouvement, en action. Et aussi que je trouve que dans notre époque, on voit que visiblement, elle n'est pas bien encore gérée parce qu'elle est aussi la source d'énormément de violences et de violences sexuelles aussi. J'ai envie qu'on parle aujourd'hui de ce chemin à la fois qui t'a emmené à être qui tu es aujourd'hui, aussi tu as dit que tu avais vécu dans plusieurs endroits, enfin je suis très curieuse d'entendre ton parcours, mais aussi je sais que tu as vécu enfant, c'est intéressant qu'aujourd'hui tu aies cette sagesse-là, cette compréhension de ces fonctionnements du corps et de comment ça peut œuvrer pour le mieux. Après, enfant, si je l'ai humblement compris avec ma perception, vécu ce fait que de l'extérieur, en l'occurrence dans le cadre d'abus, des personnes autour de toi aient mis cette énergie qui peut être magnifique pour le pire, et en l'occurrence pour, en tant que toi enfant, t'agresser en fait. Ouais. Comment pour toi, déjà a été ton enfance? D'où tu viens? Quel type d'enfant tu étais? Joyeuse, timide, etc. Et de ce regard sur peut-être des choses enfants vécues, quel regard t'avais dessus à l'époque? Quel regard j'avais en tant qu'enfant? En tant qu'enfant. Et comment, mine de rien, tu penses que, et après on va aller sur d'autres sujets, on va continuer ce fil-là, comment tu penses que ça a influencé ton rapport au monde adulte, ta quête et ce parcours de guérison et de transformation qui te permet aujourd'hui d'être qui tu es? Quand tu évoques ce sujet, évidemment, ça commence par halter en moi. Il y a comme un émoi et en même temps, tu vois, en allant jusqu'au bout de ta considération, de ta phrase,
Et l'humilité et la délicatesse avec laquelle tu l'amènes, ça m'a vraiment déposée. En même temps, tu vois, je me sens vraiment bien maintenant. Et je sens particulièrement mes fessiers très ancrés, très, très fortement soutenus. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est une des choses dont on manque beaucoup actuellement, c'est ce sentiment d'être soutenu, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de solide, pour pouvoir se dresser, pour pouvoir se manifester, faire des choix. Et oui, évidemment, c'est surprenant que ce qui m'est arrivé de pire, en fait, enfin, je pense qu'il y a encore pire que ce qui m'est arrivé, bien pire que ce qui m'est arrivé. Mais à travers le viol, quelque chose en moi s'est déclenché qui est à la fois dramatiquement difficile et en même temps qui a été le moteur de tout ce qui m'a guidée après et de tout ce qui m'a renforcée en fait. La force énorme que j'ai contactée pour survivre à ça en fait. Donc oui, les traumas sont quelque part horribles, dramatiques, mais en même temps, dans certains cas, et je pense que c'est mon cas, enfin je pense que j'étais quand même accompagnée dans une certaine mesure, je vais en parler plus précisément. Oui. En tout cas, j'étais dans un contexte assez privilégié, avec des parents inconscients de ce que j'étais en train de vivre, mais en tout cas enveloppant une famille, une sœur, 2 frères, et puis de vivre en Afrique du Nord, né en Tunisie, après j'étais dans le sud de la France, après j'ai été au Maroc. Parce que tes parents avaient des métiers qui... Oui, mon père avait un métier qui faisait qu'il était muté à droite et à gauche, et donc c'était comme ça, quoi. Mais j'ai bénéficié quand même d'un cadre bienveillant, inconscient de ce que je vivais. Et ça, c'est ça qui est traumatisant, en fait. C'est la solitude avec laquelle tu dois gérer l'écho ou la répercussion de l'acte, qui en soi peut être assez banalisé. Hein. Je veux dire, en tant qu'enfant, tu peux pas trop banaliser l'acte d'un viol. Mais en tant que femme, voilà, tu vois, c'est vite banalisé. Alors qu'en réalité, t'as beau avoir fait l'amour des centaines de fois quand t'es violée, c'est pas que quelqu'un t'a pénétré une fois de plus, c'est juste que ça déclenche un raz-de-marée, un siphon de fond qui va être gigantesque. C'est difficile de le percevoir. C'est même difficile d'y croire. Moi-même, j'ai cheminé énormément avec ce qui m'est arrivé petite. Après, j'ai été violée à 19 ans. J'ai cru que mes années de thérapie, que la danse, c'est vrai, m'ont énormément aidée. Parce que peut-être j'aurais été beaucoup plus... j'aurais pu me dissocier très fort. Enfin, j'aurais pu vraiment partir dans des plans dramatiques. Et parfois, on ne se rend pas compte du lien qu'il y a entre l'énorme handicap d'une femme ou d'un homme qui a été abusé et le lien avec le fait d'avoir été abusé. Oui. Des fois, on pense que c'est juste que sa vie a mal tourné. La vie ne tourne pas mal comme ça. Oui. C'est juste qu'il y a un fonctionnement qui se met en place et une détresse qui est là, qui est absolument inconsolable tant que ce qui doit être fait. Et moi, tu peux pas passer au-dessus. Non, tu peux pas. Et faire comme si après, en fait, non. Moi, j'ai eu une chance énorme, en fait. Ma chance, c'était que je dansais petite. Et je me souviens parfaitement me dire, c'était au Maroc, je devais avoir donc 8 ans, je dansais toutes les semaines, et je me disais, là, je suis belle. Ah, mais là, c'est la vie. Ah, mais là, je me sens aimée. Tout d'un coup, je retrouvais, je touchais cette dimension de joie, de bonheur, de paix, d'être vraiment enveloppée, d'être vraiment aimée. Là, j'avais l'impression vraiment que l'univers m'aimait, quoi. Que j'étais une petite fille complètement choyée. Comme si une présence venait à moi, en fait. Pour moi, c'est ça la danse. Mais même aujourd'hui, quand je danse et que je me relie aux arbres, ou quand je danse, je me relie à l'eau des rivières, à l'eau des mers, à l'eau des lacs, peu importe, à l'eau de la cascade, quelque chose vient à moi. Et en retour, je viens vers cette ressource. Et la danse, c'est les deux. C'est à la fois tu reçois quelque chose de l'ordre du lien, et en même temps, ton corps va instantanément rendre par un geste et se mettre dans ce lien comme faire l'amour, en fait. Mais quand t'es petite, c'est pas ça. Oui, tu fais l'amour parce que tu danses, tu fais l'amour avec la vie. Voilà, en fait. On peut faire l'amour, même s'il y a l'acte sexuel auquel on le ramène. Faire l'amour, c'est un état avec faire la vie. Ouais. C'est être en communion avec... Ouais, c'est donner de l'amour et en recevoir. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai eu cette chance de danser depuis l'âge de 4 ans. Ça m'a accompagnée. Tu faisais de la danse, d'une pratique particulière de danse ? Je me souviens kiffer toute petite les chaussons, les pointes, enfin les chaussons de danse, mais je crois même qu'il y avait des pointes à l'époque,
je crois que maintenant ça se fait plus du tout chez les petits, mais Ah oui. j'avais un peu la joie de ce côté satiné des chaussons, du Oui. tutu. Mais quand je suis arrivée au Maroc, c'est autre chose que j'ai fait. J'ai dansé ce qu'on appelait la danse rythmique, qui était en fait une prof de yoga qui donnait ses cours, et c'était fantastique. C'était génial parce qu'elle amenait une certaine rigueur, mais elle amenait aussi... D'abord, il y avait un pianiste dans la salle, tu vois, comme à l'ancienne, quoi, Génial. comme à l'opéra. Elle nous faisait répéter certains mouvements, mais après, elle nous faisait faire la roue, elle nous faisait faire des roulades, elle nous faisait faire plein de choses que enfant t'as envie de faire. Donc, il y avait des petits challenges et en même temps de la grâce, des moments de grâce. Et les deux m'ont accompagnée jusqu'à mes 14 ans. Puis après, j'ai pas cessé, en fait, de chercher cette nourriture de la musique avec le mouvement, avec le sol, avec la liberté, avec l'expression de soi. Et à ce moment-là, du coup, quand ce viol ou ces viols, puisque je comprends qu'il y en a eu, enfin que ça a été Bah oui. une série, quoi, une succession, enfin que ça n'a pas été... Oui, je pense que l'un amène un peu l'autre, parce que quand tu es violée, ce qui se passe, c'est que c'est comme si l'intégrité qui t'accompagne est rompue. Tu as une forme d'inquiétude permanente en toi, même inconsciente, hein, mais aussi une difficulté à vraiment poser des limites. Et c'est comme si ta bulle énergétique était fendue et que ça devenait poreux et que tu étais une proie plus facile, en fait. Et en même temps en quête, parce que tu es en quête de réconciliation avec toi, avec le monde. Parce que tu te sens honteuse, enfin, tu te sens tellement mal quand tu as été violée. C'est comme si tu redevenais quelque chose de... Je sais pas... tu te sens mal, c'est juste que ton corps est plus protégé, il est plus digne. T'es prise, quoi. Et cette absence de dignité ou cette absence de confiance et de force de ce qui naît de cette confiance, qui naît de cette insouciance que tu dois avoir enfant. Ça te rend presque invulnérable. Mais quand tu l'as pas, ça, quand petit, ça t'arrive. Mais ça, il n'y a pas que le viol, il y a la violence. Tous les traumatismes forts l'absence, qui peuvent percuter la joie de l'enfant. Tout ce qui vient questionner ton insouciance et t'empêcher finalement. Et ton innocence. Ouais. T'empêcher de ne goûter qu'à ce cadeau qu'est l'enfance pour se construire en toute insouciance. Exactement. C'est un cadeau, comme tu dis, c'est un cadeau que tout enfant devrait avoir, de pouvoir grandir en expérimentant en toute sécurité tout ce que la vie te propose pour t'apprendre à vivre, en fait. Petite, j'ai interprété que, ok, en fait, les adultes étaient vraiment dangereux. C'était imprévisible, que mes parents n'arrivaient pas à m'aider. Tes parents, ils en avaient conscience? Oui, je l'ai dit au matin, mais mes parents ont fait comme beaucoup de parents qui veulent bien faire, c'est-à-dire essayer de faire disparaître l'événement, passer à autre chose très vite, on n'en parle plus, voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais toi ça y est, c'est fini. C'est brisé dedans et toi, tu as énormément besoin qu'on vienne dessus, qu'on t'explique que c'est vraiment pas normal, que on est désolé. Que tu es innocente, que tu es... Oui, que c'est anormal, que c'est parfaitement anormal, que ça ne devrait jamais arriver. Et ce qui se passe, c'est que quand t'es enfant, tu juges rien. T'as pas de critique. Je me suis pas dit... ah non, mais quand même, là, il a exagéré. T'as pas les ressources, en fait. Non, t'as pas de recul. T'as pas de jugement. Voilà. T'apprends à vivre. Donc pour moi, j'ai interprété... Ah ben c'est ça la vie, c'est comme ça la vie en fait. C'est hyper dangereux. Mon corps peut être abusé. Ah mais peut-être que mes parents seront pas forcément là pour me protéger. Tu interprètes et tu grandis avec cette honte et cette peur et cette inquiétude de fond qui rend tout compliqué en fait. Et encore, je m'en suis bien sortie. Enfin, je veux dire, j'ai eu la chance de danser, j'ai eu la chance d'être en Afrique, j'ai eu la chance d'être dans la nature. Donc enfance... adolescence, donc je sais pas comment à ce moment de l'adolescence tu as conscience de ça et comment j'imagine aussi donc le rapport aux hommes, aux garçons quand même qui peut, enfin en tout cas c'est intéressant de le questionner, comment toi c'était pour toi, et tu dis, je rebondis sur ça, qu'à 19 ans ça t'est réarrivé. Quel regard tu poses là-dessus pour faire ce fil-là qu'on est en train de tisser? Comme je l'ai cru jusqu'à 50 ans ou 49 ans, enfin, j'ai vraiment cru que ma sexualité avait pas été impactée. Je pense que pourquoi? Justement, le fait d'avoir vécu la danse, la nature, le sauvage de la nature, la liberté dans la nature, a continué de connecter mon corps à des forces de nature et de soleil et de vitalité
qui ont fait que je poussais comme une plante grasse, quoi. Je veux dire, j'étais fleurissante de sensualité en réalité. Et j'aimais les sensations de mon corps. Je me suis caressée très jeune. J'avais envie de faire l'amour très jeune. J'avais tout ça en moi, en fait. C'est-à-dire que tu avais déjà de la sensualité, du rapport au corps quand même présent, quoi. C'était pas dissocié. Non, en tout cas, je pense que la danse m'a préservée, en fait. Ouais. Quand on est traumatisé, c'est sortir de ce figement profond qui est difficile. Et la danse a cette facilité gigantesque de te permettre de t'appuyer sur la musique. Quelque chose qui te prend malgré toi, tu vois, une espèce de lyrisme ou de poésie. T'es enfant, t'as qu'une envie, c'est de bouger. Tu peux bouger avec cette musique. Et puis t'as cette prof qui te sourit, qui te soutient, qui te dit vas-y. Et puis la vie continue, en fait. Et j'ai continué de pousser. Mon corps a poussé, mon corps a goûté, mon corps a vécu ça. Et c'est pour ça que je souhaite à tous les parents qui m'entendent, à toutes ces femmes, ces hommes qui m'entendent, de se dire que non, c'est jamais foutu. Parce que le corps a, lui, une capacité à se relier à l'énergie de vie intacte qui ne peut jamais disparaître. Et si cette capacité de disparaître existait, on ne serait pas beaucoup de survivants sur Terre. Tu serais morte, tu serais mort. Si quelle que soit ton histoire, si tu n'avais pas ce lien indestructible entre le corps et l'énergie de vie intacte, tu mourrais. Donc ça, c'est une ressource que tu peux toujours aller retrouver. Et ton corps sait retrouver le chemin. Pas ta tête. Ton corps sait retrouver le chemin de l'énergie de vie intacte. J'ai eu tellement de chance de rencontrer aussi Yvonne Berge, qui était cette élève d'Isadora Duncan dont j'ai parlé au début. Parce que quand je suis revenue du Maroc et je suis arrivée en France, à Paris, à Versailles, là j'ai perdu pied, quoi. Là, je me demandais où j'étais. Il n'y avait plus vraiment de soleil, il y avait toute une ambiance particulière. À l'école, on me prenait pour une petite Marocaine parce que j'avais pris la couleur, l'éthique, l'odeur, enfin je sais pas, j'étais presque... Je suis née en Tunisie, j'ai grandi au Maroc, enfin je veux dire, j'étais... Et je sentais quoi, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais pourquoi, je savais pas, enfin c'était vraiment spécial. J'ai continué la danse, hein. J'ai pas arrêté, j'ai fait du jazz, j'ai fait des claquettes, j'ai fait du classique. Et Yvonne Berge, je la rencontre, elle a 87 ans, une élève d'Isadora Duncan qui date du début du XXe siècle, 1900 quoi. Elle se met à m'instruire sur le corps, passe par certaines étapes pour se déployer. Ça s'appelle les coordinations instinctives. En grandissant, ton corps s'appuie sur des coordinations instinctives, ça veut dire que c'est engrammé dans ton corps. Tous les êtres humains naissent avec ces coordinations. Seulement, il faut qu'elles aient la possibilité de s'exercer pour se mettre en place et t'apprendre à vivre. Et les 4 coordinations instinctives sont 1. La reptation, c'est-à-dire on revient à l'origine de notre vie, c'est-à-dire d'abord, quand la vie est sortie de l'eau, il y a eu ces poissons, ces arêtes au centre, puis les reptiles, et puis on s'est dressé sur les pattes, et puis tatati, et puis au centre de nous, on a une colonne vertébrale qui est la même qu'un lézard, jusqu'à la pointe du coccyx. Cette ondulation de l'axe qui fait que tu sors du ventre de ta mère, qui fait que quand tu es tout petit dans ton berceau, tu vas te retourner. Tu vas apprendre à te retourner, puis ça vient de cette force-là, de l'appui sur ce qui te soutient et qui permet à ton axe de te mouvoir et de t'emmener. Deuxième coordination, le rebond du bassin. Cette pulsation de vie qui est un rebond entre terre et ciel. Un enfant, et je peux le reconfirmer grâce à ma petite fille, que je vois grandir depuis qu'elle est née, un enfant se met à rebondir avant même de savoir marcher. Il est dans cet rebond du bassin, comme la source de l'eau qui sort de la terre. Inné. C'est inné, ça fait partie de ton capital de vie. Parce que sans cet élan qui monte du bassin, et qui te fait te dresser à la verticalité, en fait. Parce qu'elle fait ça, même quand je l'ai dans les bras, quand sa mère ou son père l'a dans les bras, dès qu'elle est contente, ça se met à rebondir, le bassin se met à rebondir. Et avec ça, elle se dresse de plus en plus, et c'est ça qui va lui donner la force de se tenir debout. Et après, troisième coordination, l'élan du bassin vers l'avant. De nouveau, et c'est un geste que tu vas faire quand tu fais l'amour, par exemple, cette rencontre avec l'extérieur, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc elle va se dresser, elle va se planter sur ses jambes. Et après, l'étape d'après, ça va être le bassin qui va vouloir aller. Et elle le fait quand elle est à 4 pattes, elle va de l'avant. C'est une troisième coordination. C'est celle qui t'emmène dans l'espace, celle qui t'engage dans la vie, qui t'engage à quitter le nid et à revenir. Tu vas aller dans le monde. Tu vas aller dans le monde avec ça. Cet élan qui part du bassin, il part pas de la tête.
T'imagines si on marchait la tête en avant? Il faudrait tous qu'on ait des casques, en fait. Les gens le font avec leur téléphone. Yvonne Berge, elle me disait ça, parce qu'à 87 ans, en fait, on allait dans certains forums, enfin, elle me disait, tu vois, tu observes, tu vois comment il bouge, comment il marche, cet homme ou cette femme, comment elle court, comment il court. Qu'est-ce que tu observes, elle me disait. D'où ça part, ce mouvement? Maintenant, je le vois, je le sens. Et il y en a une quatrième coordination, ou c'était 3? Non, la quatrième, c'est tous les pas, toute la dentelle, toute la créativité qui va naître du fait que t'es debout, t'as du rebond, ton bassin est capable de t'engager. En fait. C'est la floraison, tu vas pouvoir faire plein de pas de danse, tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir sautiller, tu vas pouvoir... Et pareil au niveau de tes bras, de tes mains, de ta créativité. En fait, c'est comme si là, ta liberté d'expression naissait. Et la liberté d'être. Et la liberté d'être. Et la liberté de vivre. Parce qu'en fait, de là, tu vas être un super grimpeur, ou tu vas être un super nageur, ou tu vas être un super chasseur, ou un super constructeur. Et tu peux mettre tout ça au féminin, bien sûr. Tu vas être une bâtisseuse, un bâtisseur, un artiste, mais incarné, quoi. Soutenu par la terre, soutenu par la force des éléments, par le soleil. Et j'aimerais aussi parler donc on a parlé de cette histoire de petite fille, de jeune adulte, comment la danse a été une ressource importante. Tu as évoqué aussi que tu avais fait de la thérapie, et aujourd'hui tu crées, ton travail, il est aussi principalement, et tu l'as évoqué, organisé avec ton partenaire de vie, ton mari, ton amoureux. Et j'avais envie de te demander comment tu as laissé entrer l'amour amoureux dans ta vie. Est-ce que c'était quelque chose qui a été facile pour toi? Est-ce que je sais que tu as eu un autre partenaire avant, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'en ai eu pas mal. T'en as eu pas mal. Et ben c'est bien, c'est vivant. Mais en tout cas, t'as eu d'autres enfants avant, il me semble. C'est ça que je voulais préciser. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton chemin amoureux et de cette rencontre qui a créé, en fait, après aussi un chemin large, en fait, entre le professionnel, la maternité et bien évidemment la vie de couple. Merci de poser cette question. En fait, j'étais moi-même en train de me demander comment je pouvais terminer je veux dire, j'avais une information à communiquer importante par rapport à ce que je venais de dire sur la force de vitalité que j'ai eu la chance de pouvoir engranger tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Je pense que ça peut arriver à d'autres, de se retrouver à la résilience qui s'opère quand tu as été traumatisé, abusé de quelque façon que ce soit. Il y a une résilience très profonde qui se met en marche dans le corps. Et dans cette résilience, il y a aussi un effet d'insensibilisation et un effet d'oubli et d'adaptabilité. Ça veut dire que tu as tendance à te suradapter aux situations, ce qui rend les choses très compliquées. À la fois, ça te sauve parce que c'est comme si ça mettait une gangue autour de ton problème qui te permet de continuer de vivre et de faire face. Parfois, tu peux développer différents personnages. Tu peux développer la super guerrière. Moi, je l'ai développée aussi, la super guerrière. Je me suis servie de ma vitalité pour devenir une super guerrière. Comme il y a énormément de femmes, je trouve. Comme énormément de femmes. Enfin, peut-être d'hommes aussi, mais en tout cas, en tant que femme. Oui. J'adorais dire à mes frères, je t'emmerde. Et j'adorais les jurons, j'adorais... provoquer, quoi. Et finalement, comme je l'ai dit avant, ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'années, malgré la thérapie et tout ce que j'avais fait, pour vraiment pouvoir contacter l'immense détresse, la vulnérabilité énorme et le besoin de réparation, mais pas du tout par la force, mais vraiment le besoin de réparation par le fait de s'accueillir dans ce qui a été le plus meurtri. Ça prend du temps. Et j'avais juste envie de souligner les biais qu'il peut y avoir à... La protection. Cette suradaptation, en fait, qui fait qu'on se débrouille. On se débrouille, mais on vit pas bien. On profite pas. On n'est pas vraiment dans l'accueil. On est toujours en train d'agir pour pouvoir obtenir quelque chose qui est de l'ordre du respect. C'est normal, en fait. C'est un chemin de conscience qui est long. Avant de pouvoir... Et qu'il y a des couches et des couches, je pense. Il y a des couches et des couches et des couches. C'est-à-dire on accède à quelque chose, on ouvre un peu plus, et après j'ai l'impression qu'il faut continuer pour ouvrir. T'as jamais fini, en fait. Ouais. C'est à un moment donné, au moment où tu sens un équilibre, t'as plus de ressources, hop, il y a quelque chose qui réapparaît, qui se montre encore plus clairement et qui fait obstacle à ton insouciance comme par hasard, ou qui fait obstacle à l'abondance, ou qui fait obstacle à la détente, tu vois. Oui, t'as eu peur, t'as été violée, ou t'as été abusée, ou t'as été malmenée, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement malmenant, extrêmement violent, et qui est
sans arrêt en train de nous pousser à consommer, à faire venir des pubs de droite et de gauche. Enfin, t'es jamais tranquille. C'est comme si t'avais toujours besoin de quelque chose. Enfin, vraiment, on nous prend pour des machines à consommer, quoi. Et puis, il faut de l'argent pour consommer. Il faut le gagner. Enfin, tu vois, c'est pas facile, quoi, cette boucle. Tout est fait pour qu'on s'adapte. Et puis, il y a du confort. Donc, on veut s'adapter. C'est un piège. Et l'amour. Mais heureusement, il y a l'amour. C'est-à-dire, heureusement, t'as aussi cet instinct de vouloir te reproduire, cet instinct d'aimer, cet instinct de faire l'amour. Du coup, moi, comme ça marchait plutôt bien, ça a été facile de me mettre à faire l'amour. Mais je rencontrais toujours des personnes qui étaient vulnérables, parce que ça faisait probablement écho à ma propre vulnérabilité. Et puis, c'était des personnes, du coup, avec qui je pouvais plus me sentir à l'aise, parce que il y avait un besoin de protection des deux côtés, il y avait une compréhension induite ou inconsciente, mais ça donnait des choses difficiles, quoi. Donc j'ai eu mes 2 premiers enfants avec un homme qui lui-même était en difficulté et qui assurait absolument rien du tout, et j'ai pas pu vraiment vivre cette phase comme je vois ma fille vivre cette phase, comme une maman, comme toute maman devrait pouvoir vivre cette phase, en fait, soutenue pour pouvoir vraiment envelopper son enfant, vraiment l'accompagner dans le temps. Moi, je trouve que c'est pas bon de mettre un enfant à la crèche à 2 mois. Je comprends que des fois, t'as pas le choix. C'est-à-dire que c'est toujours cette société qui nous rend esclaves de cette boucle. Mais je pense que pour un enfant, il n'y a rien de naturel à être séparé de sa maman aussi jeune. Et pour une maman, d'être séparée de son petit, c'est violent, ça encore. C'est violent, mais comme c'est commun... Et comme c'est banalisé. C'est banalisé. Et c'est banalisé, puis on se dit, mais comment faire autrement, tu vois ? Comment je vais faire pour aller travailler ? Tout le monde ne peut pas se payer une nourrice à la maison, quoi. Voilà. Moi, je m'incline devant les femmes qui font ce qu'elles peuvent, et moi-même, j'ai fait ce que je pouvais. Mais donc, j'ai quitté cet homme. T'as eu le courage de quitter, quand même. C'est-à-dire que dans ta vie, t'es quand même en lien avec ce courage, que aussi, c'est un courage aussi, parce qu'il y a énormément de gens qui ne l'ont pas, ce courage. Mais... De savoir aussi, à des moments, dire non. Non. Je ne sais pas vers quoi je vais après, mais là, c'est important pour moi, malgré les enfants, malgré... Parce que, de nouveau, j'avais un corps avec une force de vie dedans qui m'a emmenée vers la guérison, aller vers ce qui me fait de bien de plus en plus. Non, j'étais pas douée pour dire non, en fait. Mais mon corps me montrait plus facilement le chemin que ma tête. Et c'était juste qu'à un moment donné, c'était plus possible. Puis comme... Par hasard, quand tu sens que là, vraiment, non, c'est pas ça que tu veux vivre, en fait. Ton corps te met à te proposer une autre rencontre. Et oui, j'ai rencontré un autre homme. Et là, j'ai rencontré un vrai patriarche, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui m'a enveloppée, qui m'a soutenue, qui m'a dorlotée, mais tellement que c'en était angoissant pour moi, parce que j'avais pas du tout l'habitude de ça. C'est fou, le chemin de guérison, par quoi ça passe. C'est passionnant. Tu dis, ah mais là, c'est y est, c'est bon. Puis il y a tout ton corps qui... Tu peux pas le recevoir. Mais non, tu peux pas. Exactement. C'est exactement ça. Tu ne sais pas recevoir. Et j'ai fait un rêve qui était très clair pour ça. J'ai rêvé qu'il y avait des bonnes sœurs qui mettaient leurs doigts dans mon vagin. Elles ressortaient une matière, elles disaient, ah ben elle est pas encore mûre. Elle est trop verte, elles disaient. C'est fou. Et j'étais avec cet homme. Et là, de nouveau, rencontre. Improbable, mais pas organisé. Mais juste, je sens qu'il y a quelque chose que je ne peux pas assumer, quoi. Et évidemment, je critique l'autre. Évidemment, c'est lui qui ne va pas, etc. Enfin, c'est juste pour rendre accessible aux personnes qui m'entendent qu'on se met dans des situations qu'on croit complètement attribuées aux autres. Et en fait, c'est l'instinct de notre corps qui nous emmène dans des situations. Soit tu les regardes comme une opportunité de grandir, soit tu fais confiance à ce qui se passe et que tu suis. Mais moi, dans ma famille, ils m'ont pris pour une folle. Ils se sont dit, mais elle est tarée, quoi. Elle avait un gars qui assumait pas. Elle trouve quelqu'un qui assume merveilleusement, qui est génial, qui est adorable. Elle trouve le moyen de se barrer, quoi. Complètement tarée, la nana. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens qui se disent après, mais pourquoi ? Oui. Alors que c'était ce que j'aurais pu... oui, mais même moi, après, je m'en voulais. Et à chaque fois que j'ai quitté un homme, je m'en suis voulu. Bref, je rencontre un autre homme qui, lui, m'amène dans un champ spirituel, qui m'amène dans le chamanisme. En fait, la première utasutation que je fais, c'est avec lui. C'est la première fois que j'entends parler de chamanisme. Et j'y vais à pas de louve. J'ai peur, je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Mais lui, il me fascine tellement que j'y vais. Et c'est un homme marié. Donc, je passe 2 ans à être folle amoureuse d'un homme marié. Avec des enfants en bas âge. Avec mes enfants en bas âge, ayant quitté l'homme qui m'assurait le plus. C'est impressionnant.
En fait, ce que je Impressionnant, trouve oui. impressionnant dans tout ce que tu partages là, en fait, tu as dit oui à la vie, à des situations, moi je vais prendre en miroir de moi, de me dire, bah, je dis non dès le début. En fait, en disant oui à ce qui n'était pas ce que tu voulais pleinement, probablement, un homme marié, j'imagine Mmh. que rationnellement, quand Non, ça non, arrive, non, tu te dis pas, j'ai même rêvé de ça. intellectuellement, c'était hors de Voilà. mon champ Et en de... fait, tu plonges dans ce que la vie te propose. Ouais, Et c'est ça, en fait, qui va, mine de rien, ouais, enfin, je sais pas la ouais, suite de l'histoire, mais ouais, ouais, j'entends et je ouais, devine que c'est ça qui t'emmène quand même exactement. à l'étape d'après. Exactement. Et ça, moi, je le relie toujours à mon corps. Ça, je trouve Et ça je, magique. et je Enfin, dois beau. dire que c'est pas forcément facile. Quand je regarde en arrière, des fois, il y a des moments, je me dis, waouh, là, ça n'a pas été facile pour les enfants, quoi. Là, ça a été dur pour eux, Est-ce quoi. qu'ils te le reprochent ou ça Ouais, va? bah Ah oui, oui, ils te le ah oui, reprochent quand oui, même. oui, oui. Oui, ils me le reprochent. Mais je les comprends, vraiment, je les comprends. Et parfois, oui, j'ai des crises de culpabilité terribles. Je sais les gérer. C'est-à-dire, en fait, je ne les repousse pas. Je fais comme si je reprenais mon enfant avec moi. Je lui parle intérieurement, je lui parle depuis mon cœur et je lui dis que je suis désolée, en fait, que j'ai fait vraiment comme j'ai pu. Même mon fils qui est parti, je veux dire, des fois j'ai des images de lui petit où je savais plus où donner de la tête, où j'avais envie de partir, de quitter son père, je savais pas comment faire et j'étais éprouvée, j'étais dure avec lui. Je le reprends contre moi, je dis je te tiens là et je répare avec toi. C'est magnifique ce que tu partages. Je pense que pour les mamans qui peuvent entendre ça, et les papas d'ailleurs aussi, Ouais, oh là là. voilà, de vivre. Mais tu vois, c'est encore un geste, c'est encore. Je le fais avec tout mon corps, en fait. Je le prends vraiment comme si je le prenais contre moi et je lui susurre à l'oreille des choses. Et ça me fait tellement de bien à moi aussi. Oui, et donc tu suis cet homme marié Ouais. dans la hutte de sudation, dans les huttes de sudation, dans On cette passe 2 épopée-là, ans le de chamanisme. folie sexuelle, tellement c'est bon. Et lui me quitte en me disant, il a raison, enfin, il fait un acte de bravoure aussi. Il me dit, ben non, il faut que je fasse un choix parce que je te vois, voilà, enfin, t'es tellement amoureuse, moi je suis tellement amoureux de toi, mais juste je sais que je vais pas quitter ma femme parce que j'ai une petite, je veux l'élever avec elle. Et là, je me dis, là, il faut que je tienne. Il faut que je tienne. Je préviens mes enfants, cette relation est terminée. Je vais faire tout ce que je peux. Mais tu sais, je suis un petit peu comme une louve ou une lionne qui se retrouve seule dans la savane et elle rassemble ses petits vers elle et elle se dit, bon, pas à pas maintenant, on fait pas à pas. Et surtout, là, je me dis, c'est clair que j'ai un problème avec les hommes. Tu vois, là, je prends conscience, quoi. Je me dis, et c'est ça que je dois guérir. C'est ma relation aux hommes. C'est pas eux qui déconnent. C'est moi qui ai une relation aux hommes particulière. Et j'ai aucun sens que ça vient de mon viol, en fait. Pourtant, ça a l'air trivial, je veux dire. Ça. Qui va pas faire le rapprochement? Non, mais non, moi, non. Je revivais sans arrêt l'abus. Et là, par chance, parce que j'ai fait ce chemin chamanique que j'aurais jamais fait autrement, j'ai entendu parler d'une quête de vision. Et je m'engage avec le chaman que j'avais rencontré. Je lui dis, je veux faire une quête de vision, en fait. Moi, et mon intention est très simple, c'est guérir ma relation aux hommes. Il reçoit ma demande. Première étape de la quête de vision, rentrer dans une hutte. On rentre dans la hutte pour faire une sweat lodge, comme on dit. On est donc dans la hutte et tout d'un coup, il y a un homme qui se met à hurler. Un jeune homme. C'est terrorisant, c'est saisissant. Pour moi, c'est saisissant. Et il dit, je viens de contacter la terreur que ma nièce, qui a 7 ans, a vécue parce qu'elle vient d'être violée. C'est comme s'il me jetait à la figure mon histoire, en fait. Premier pas que je fais pour guérir ma relation aux hommes. Direct. Ben oui, en effet, je commençais mon chemin de guérison. Ouais, là, tu faisais face, en fait. Là, c'est comme si ça te faisait un face-à-face. Ouais. Tu veux guérir ça, ouais. Voilà. Ouais. Voilà par là où c'est. Voilà. Où tu dois voilà regarder où tu reviens. ça, franchement. Ouais. Et t'as fait ce... Et là, il y a un grand chemin qui a démarré pour moi. J'ai fait plusieurs quêtes de vision et à chaque fois accompagnée par la présence d'hommes qui me montraient un autre visage, en fait. Un autre visage de compassion, de soutien, de résilience, d'accompagnement, de guérison. Et les hommes m'ont toujours aidée à guérir. J'ai été très agressivement malmenée par une agressivité d'homme sexuel. Et c'est aussi par ce biais que j'ai guéri. Ouais. Et c'est souvent ça. La guérison est souvent au même endroit que la blessure. C'est souvent le même canal. Et dans tout ce qu'on fait aujourd'hui avec Nicolas, à travers la danse libre, la movement médecine, les 9 souffles, la formation que je donne, les coordinations instinctives, à chaque fois qu'on fait travailler le corps dans le sens de d'abord écouter quel est ce qui nous présente comme solution, magnifique de voir la relation qu'il y a entre la solution et le problème. Et donc, il y a eu cette rencontre avec Nicolas. Oui.
dans ce parcours, Mais au exactement. bout du quelque part dans ce... Donc, je dépose mon besoin de guérir ma relation aux hommes et aussi, pas que mon besoin de guérir mon problème, mais mon envie de rencontrer un homme avec qui vraiment je peux cheminer. Ça n'a pas mis longtemps, parce que 2 mois après, je l'ai rencontré. Tu l'as reconnu? Pas tout de suite. Ouais. Moi, pas tout de suite. Et c'est ce qui m'a permis d'être avec lui. Parce que je crois que j'étais pas du tout prête à tomber amoureuse parce que j'avais une habitude de tomber amoureuse qui était codée d'une certaine manière. Et là, j'ai rencontré un homme hors de mes codes. Je me suis même pas posé la question 2 secondes d'être amoureuse de lui. Lui, par contre, il m'a vu, il m'a dit... C'était toi. Oui, lui, il avait fait le même process que moi, quelques temps avant, d'aller prier dans la nature et de demander au grand tout, au grand mystère de la vie, de rencontrer une femme danseuse, parce qu'il était vachement dans sa tête. Oui, non, mais la magie, j'ai parlé de l'énergie de vie intacte qui ne nous quitte pas, mais moi, j'exerce et que j'expérimente à travers mon métier, mais à travers la mort de mon fils, combien l'invisible répond, combien le monde invisible répond, combien la vie est mystérieuse, mais particulièrement ordonnée. C'est incroyable. Tout communique. Tout ce qui est visible est beaucoup, beaucoup plus petit que l'invisible. L'invisible, c'est tout le cosmos. Je veux dire, on ne sait pas où ça va, c'est mystérieux au possible. On sait juste qu'il n'y a aucun ordinateur qui peut gérer ça. Et donc, oui, je rencontre un homme qui n'est pas du tout dans mes cordes. Lui, il tombe tout de suite amoureux de moi. Il dit, c'est ma femme. Moi, heureusement, il ne me l'a pas dit, parce que je serais partie en courant. Quoi. Je me serais dit, mais petit à petit, j'ai senti que mon corps allait vers lui. Allait vers lui parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il se passe quoi que ce soit. J'allais vers lui, contente de sentir qu'il n'y aurait rien. J'étais sur cette sécurité, en fait. Je ne vais pas refaire n'importe quoi. Et puis même, j'ai même pas de désir vers lui. C'est zéro. Mais on joue comme des enfants. On n'arrête pas de danser, de se taquiner, Lui, il voit que dès qu'il insiste trop, je me barre. Donc, il insiste moins. Ce qui doit encore plus le rendre amoureux de toi. J'en sais rien. Ce qui doit se dire, donc, il va falloir jusqu'au moment où... pourquoi pas, je me dis. Et là, j'ai tous les indicateurs qui me disent, vas-y, en fait. Tous les indicateurs qui me disent... Moi, à ce moment-là, j'écris, je dessine dans mon cahier, je fais... J'ai rencontré un garçon et j'ai peur. Et je mets en dessous, et j'ai 7 ans. Parce que j'avais fait quand même pas mal de thérapie. C'est la petite fille de 7 ans qui a peur. Wow. Et comme je l'accueille, comme je ne me barre pas en courant, et je sens aussi qu'il y a une autre présence en moi qui me dit « Vas-y ». Tu vois, comme si quelque chose avait mûri et que je pouvais accueillir un genre d'homme que j'aurais jamais accueilli avant. Et avec lui, l'aventure commence. Et l'aventure qui dure. L'aventure qui est toujours là, ça fait 25 ans. Et qui, professionnellement, vous a en plus créé du partenariat, de co-création, ouais. Qui est quand même énorme, hyper solide en fait. Oui. C'est pas juste le couple et puis à côté il y a tout le reste. Et vous faites, vous mélangez beaucoup de choses. Ouais, c'est à la fois un privilège. Et vous avez eu des enfants ensemble. On a eu 2 mois après, j'étais enceinte. Waouh. Toujours, hein, le corps, l'instinct. Mais ça, je l'ai déjà entendu plein de fois. J'ai entendu, c'est encore autre chose, mais des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte avec un partenaire. Le couple ne résiste pas à cette épreuve de l'infertilité et elles rencontrent quelqu'un 2 mois plus tard. Elles sont enceintes. Ouais. J'ai des frissons en fait parce que c'est ce que tu dis, que la vie elle est tellement ordonnée. En fait, je me dis, quand on fait confiance au processus plus grand que nous qui passe à travers notre corps, à travers notre être, en fait, les choses... C'est vrai. Et en même temps, tu vois, j'étais quand même prise dans la certitude que quand tu fais divinement l'amour avec quelqu'un, c'est que c'est le bon. En fait, c'est pas vrai forcément. Oui, que c'est pas forcément... C'est pas forcément vrai. En réalité, tu as cet instinct, cette capacité à jouir, cette animalité, cette sensualité qui est là et qui, oui, va s'associer au parfum de l'autre. Enfin, au niveau alchimique, je comprends cette évidence. Là, tu te dis, ah ben là, c'est solide, quoi. C'est clair. Mais en fait, il y a une autre dimension. Et l'autre dimension... elle est aussi importante, voire plus. Parce que cette autre dimension, c'est une intelligence de cheminer ensemble, de guérir ensemble et d'être capable d'évoluer ensemble. C'est-à-dire, oui, il y a des moments où ça craque. Parce que juste, t'es pas au même niveau. Il y a des décalages, il y a des ras-le-bol. Qui sont presque inévitables dans une vie de couple. Non, mais c'est pas dure. presque. Mais je pense même que ça fait partie de la vie. La vie sur Terre n'existe pas sans orage, sans tremblement de terre, sans... Tout n'est pas rose, enfin, on n'est pas, tu vois.
Donc non, c'est pas la jouissance permanente sur Terre. Oui. Mais l'autre dimension, je l'ai rencontrée avec Nicolas. C'est-à-dire vraiment, il y a des moments où on est en total décalage, mais on est tous les deux à être dans cette certitude que quand tu es en décalage, la solution, c'est pas que l'autre change, c'est que tu ailles voir dedans qu'est-ce qui se passe. Passionnant. Peut-être que ça éviterait certains divorces. Alors, il y a des divorces qui sont probablement justes parce que il y a pas, comme dans ton parcours, tu l'as expérimenté. Mais je pense qu'il y a aussi des divorces qui sont une incapacité à ce moment-là à surmonter le cycle actuel et à passer de l'autre côté de cet amour qui pourtant pourrait continuer. Moi, j'aurais peut-être pu le faire avec tous les hommes précédents. C'était pas le moment. Mais c'est juste que ça s'est pas fait. Je veux dire, il m'a quitté au bout de 2 ans, il m'a quitté au bout de 2 ans. Après, moi, j'ai fait mon chemin de guérison, de dire, ok, mais maintenant, je veux vraiment guérir ça et pouvoir rencontrer un homme avec qui je reste. Et ça s'est fait. Et avec cet homme, on est passé par tous les stades. Et régulièrement, on repasse par tous les stades. Il y a eu des moments où on avait vraiment envie de se séparer. Et on s'est dit, ok, bon ben, comme on sait pas trop comment faire et qu'on n'est pas totalement décidé, ben tiens, on va se donner 1 an où on se pose plus aucune question. Et comme par hasard, on se pose plus aucune question. Donc on n'a pas le sujet sur le feu en permanence et tout se remet à grandir. La joie revient, l'insouciance, etc. Et au bout d'1 an, pas question de se séparer. Et merci de nous partager ce chemin sur l'amour. Et ça donnera envie de plonger encore plus dans ce couple et de toutes ces étapes-là, parce que ça serait passionnant aussi. Mais ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode, qui sait, à l'avenir. Et j'aurais aimé parler aussi du deuil. Et on va pas ouvrir grand ce chapitre parce qu'il mériterait d'y passer du temps. Et j'ai quand même envie de te demander si c'est, pour moi, l'épreuve la plus dure qu'un être humain puisse vivre, puisqu'il est contre l'ordre des choses naturelles. Exactement. Enfin, je trouve que tu as un chemin qui demande aussi du courage et de l'abnégation. Qu'est-ce que tu pourrais dire, imaginons que quelqu'un nous écoute et a vécu ça, ou a une sœur qui a vécu ça, ou a un cousin ou une amie. Parce que, mine de rien, c'est une épreuve difficile. C'est pas une épreuve que tout le monde vit, bien heureusement, mais dans un champ relationnel où on connaît souvent une personne qui a traversé ça. Est-ce que tu aurais juste quelque chose à dire sur ça pour le partager Je dirais que, de nouveau, je crois que j'ai été extrêmement privilégiée de pouvoir vivre ce deuil après tout le chemin que j'ai fait, qui m'a tellement remis en lien avec ce que je disais tout à l'heure, l'invisible. C'est-à-dire, j'ai appris avec la danse à me relier à la terre, au feu, à l'eau, à l'air, aux arbres, à leurs racines, au cosmos, à plus grand que moi. J'ai appris à m'en remettre à plus grand que moi. J'ai appris à me sentir aimée par la vie. Et du coup, je dois dire que dès que mon fils est parti, dès qu'il est mort, j'ai été en contact avec lui. Il était là. Il était là. Et il est toujours là. Il est toujours là. Et il est toujours là. Et alors après, on peut se dire, bon, elle peut se raconter ce qu'elle veut parce que ça lui fait du bien. Oui, c'est vrai. Et même si c'était le cas, même si c'est le cas, fais-le. Bien parce sûr. que ce qui est important, c'est de choisir les ressources qui te font du bien. Bon, j'ai eu cet oiseau qui m'a parlé, mais j'ai eu plein d'autres signes et je suis pas la seule. C'est aussi le cas de ses frères, de sa sœur. Je dirais, si tu es la sœur d'une femme qui a perdu son enfant, dis-lui que tu sens qu'il est là. Autorise-lui à penser que c'est pas forcément une fin complète, que c'est une totale autre dimension, que oui, il est plus sur la terre avec toi. Non, et parfois c'est très dur pour moi. Mais la plupart du temps, j'ai eu assez d'expériences, d'extase après sa mort, où je me connectais à lui et où j'étais amenée dans une dimension qui était probablement celle où je pouvais aller parce que en lui, il y a mes cellules et en moi, je porte ces cellules. Une femme enceinte garde les cellules de son enfant qu'elle a porté toute sa vie. Et donc, j'ai été connectée à lui dans une dimension qui était tellement belle que j'en parle à ma mère qui a peur de mourir en lui disant, mais maman, de mon expérience, quand j'étais connectée au plus près de Hugues quand il est mort, le champ d'amour que c'est, mais c'est fantastique, quoi. Au point que ça m'a donné envie de partir, en fait. Ça, c'est le piège. C'est le piège. C'est d'avoir envie de mourir. Mais encore une fois, je pense que mon enfance et mon lien au mouvement et au corps et à l'instinct du corps m'a permis de traverser cette épreuve de la meilleure façon qui puisse être. Et je suis encore éprouvée de manière très, très différente. En fait, j'imagine que c'est... Oui, parce que le contact est plus du tout le même. C'est comme tout le reste, en fait.
C'est comme tout le reste, ouais. On peut pas fermer cette porte-là et dire Non, c'est c'est bon. pour le reste de ma vie. Merci. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais te poser 3 questions courtes. Mais avant, j'avais envie de te demander la danse, ce que tu proposes. Je sais que vous avez, avec Nicolas, avec cette école des 9 souffles, moi j'avais fait un stage il y a 2 ans, que j'avais énormément aimé. Tu parles du stage du Phénix? Du stage du Phénix, ouais. C'est un stage Movement Medicine. Oui, Movement Medicine, oui, tout à fait. J'avais interviewé d'ailleurs Clément Léon dans ce podcast. On parle aussi de la Movement Medicine. Voilà, je sais que vous avez un apprenticeship qui commence en mai. Et si vous écoutez cet épisode après mai, vous faites aussi régulièrement d'autres choses. Oui. On fait déjà d'autres choses en dehors de l'apprenticeship, qui est donc un cycle long qui accompagne les gens dans le temps pour pouvoir vraiment se nourrir de tout ce que j'ai dit, en fait. Avoir du temps parce que ça s'intègre pas en une semaine. Ça s'intègre, il faut du temps. Et donc, c'est des immersions avec des répétitions de stages longs où les mêmes groupes se retrouvent et travaillent ensemble et redécouvrent son chemin ensemble. Ça, c'est l'apprenticeship, mais en dehors de ça, on donne évidemment beaucoup d'autres choses et on s'efforce maintenant de faire des plus petits formats pour que les gens qui ont moins de disponibilité, moins d'argent puissent nous rejoindre. C'est des week-ends. On en donne à Paris, on en donne à Bordeaux, à Biarritz maintenant. Et on a donc la Movement Medicine, c'est une école qu'on a rejoint, qui est le Phénix, Initiation, l'apprenticeship. Mais nous, notre école de dialogue avec le corps apprend tout ce que je t'ai partagé sur les 3 centres qui se nourrissent. Qui donnent envie de l'expérimenter aussi. Ouais, et puis tous les archétypes qui naissent des différentes zones du corps, où c'est vraiment chaque zone du corps a son sens symbolique et son sens physiologique et son sens psychologique, spirituel, tout ce corps qui est au service en fait de notre épanouissement. Et je forme aux coordinations instinctives aussi. Et Nicolas est très complémentaire de moi parce que lui, c'est un chercheur très différent. De normal supérieur en biologie. Et c'est un naturopathe, un ostéopathe. Donc il a beaucoup cheminé. Très pointu aussi. Très pointu. Beaucoup de connaissances. Beaucoup de recherches. Et c'est sa recherche avec tout ça qu'il a vraiment fait émerger une nouvelle façon de dialoguer avec le corps, qui soit plus une façon de juste l'amener à guérir ou lui donner un patch pour aller mieux, mais c'est vraiment, ok, à travers le problème, qu'est-ce qui est en train de se dire en fait? Qu'est-ce qui a besoin d'être écouté? Et qu'est-ce qui a besoin d'être vraiment écouté? Pas juste comme un problème, mais vraiment comme une source de solution, comme une source de guérison. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fait. Dans le problème, il y a la solution. Je donnerai dans la description de l'épisode toutes les informations et le lien aussi sur le site internet. Alors, les 3 dernières questions. Qu'est-ce qui t'aide à t'aimer au quotidien? À pratiquer. Comment souhaites-tu voir évoluer l'humanité les prochaines décennies et siècles? D'abord, les enfants et l'épée pour protéger la vie. Quand je dis l'épée pour protéger la vie, je dirais que c'est vraiment pas pour faire la guerre en tout cas. Je dirais une épée bien aiguisée n'a pas besoin d'être utilisée, mais d'abord protéger le vulnérable. Et quelle question difficile te hante souvent? Comment je peux laisser une belle trace derrière moi? Merci beaucoup pour ça. C'était un grand plaisir cet échange. On a été un peu plus long que parfois, mais c'était vraiment chouette et c'était tellement intéressant que je trouve que ça donnait envie de plonger pleinement dedans. Merci beaucoup, c'est vraiment grâce à toi. Hein. C'est vraiment parce que tu as cette expérience aussi de ta vie probablement et puis cette expérience de vouloir partager et de rendre possible que les autres partagent. C'est magnifique de se mettre au service de la parole des autres. Donc, je m'incline aussi devant ton humilité à toi et ton art de questionner. Merci beaucoup. Ah bon. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.